Donc, je suis Dominique Touvenin, je suis professeure de droit et en poste à l'École des hautes études en santé publique. Et donc, dans le cadre d'abord du Presse, puis de la Commu Sorbonne Paris-Cité, on était amenés à collaborer et monter cette réunion de travail. Alors, je voulais vous dire qu'en ce qui me concerne, je trouve ça passionnant. Hein, non, vraiment. Alors, c'est très intéressant. Et avant de commencer de vous parler donc des questions de la question que j'ai proposée, je voulais dire au précédent orateur qu'il m'avait rappelé quelque chose. Il se trouve qu'en 96, je suis rentrée, mais je vais tout de suite vous rassurer, à l'Arc. Mais c'était pour nettoyer les écuries d'Augias. Et donc, je suis restée pendant 5 ans. Et on avait établi des règles, on va dire, de meilleures pratiques sur les financements des recherches. Et on avait notamment créé un conseil scientifique. Et alors, à l'époque, c'est toujours d'ailleurs le cas, il y avait quand même des types de recherches très porteuses pour les chercheurs médecins, c'était la génétique. Mais en tant que conseil d'administration, on avait dit, on prend bien sûr en considération vos préconisations, mais on fera des propositions si on les juge importantes et judicieuses. Et nous, on a dit à l'époque, alors ça devait être de mémoire 97 ou 98, il y a vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Ce sont les recherches sur les cancers professionnels. Et on n'a pas calé. Eh bien, je peux vous dire que ça a été très mal reçu par le conseil scientifique parce que c'était pas porteur. À tous ces gens, etc. Donc voilà, vous m'avez rappelé ça et je me disais, bon, vieille histoire. Donc, la question que j'ai proposée, c'est celle des règles juridiques donc, qui organisent l'éducation thérapeutique et dont on peut prétendre qu'elles ont eu pour objectif d'améliorer la prise en charge des maladies chroniques. Et j'ai bien dit la prise en charge des maladies chroniques, hein, volontairement, et non pas des malades, et je vais y revenir. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment, à un moment donné, un débat émerge dans la société et comment il est traduit en énoncés juridiques. Autrement dit, c'est des questions qui sont des questions sociales, politiquement débattues, et je ne rentrerai pas, je vous rassure immédiatement, dans le contenu même des textes, mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est les débats qui ont eu lieu, à quoi ça aboutit et, de mon point de vue, à quoi ça correspond. Alors, en sachant, parce que ça me paraît important que ce soit dit, qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de ne pas faire ce qu'on peut appeler de la doctrine juridique, c'est-à-dire je vais vous dire comment les règles devraient être adoptées pour que ce soit mieux. Ce que j'essaye au contraire, c'est de les prendre telles qu'elles sont, comme des produits sociopolitiques, et de montrer de quoi il est question. Alors, par ailleurs, je vais vous montrer que ce modèle qui progressivement se met en place est entièrement lié à des prises de conscience et également un mouvement qui est celui des patients pour essayer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que l'autonomie du malade, de la personne malade, du patient, soit prise en considération. Alors, le point de départ, donc en fait, c'est des dispositions actuelles, les quelques dispositions actuelles, il y en a très peu, sur l'éducation thérapeutique, sont issues de la loi du 21 juillet 2009, que tout le monde appelle loi HPST, et que du coup, avec les cycles, plus personne ne sait de quoi on parle. Alors, je vais vous donner l'énoncé de la loi, parce qu'elle est quand même révélatrice. C'est loi portant réforme de l'hôpital. Donc, vous voyez, ce qui est mis en avant, c'est l'hôpital, et relative aux patients, à la santé et au territoire. Donc après, vous avez un blot, 3, on a les patients, la santé et les territoires. Mais ce qui est quand même premier, c'est l'hôpital. Et c'est dans ce cadre-là que les dispositions actuellement en vigueur
ont été adoptés et ensuite intégrés dans le Code de la santé publique. Alors, le point de départ, c'est 2008. Et 2008, Madame Bachelot, qui est donc la ministre de la Santé, confie un rapport à 3 personnes. Mais le premier qui va jouer un rôle important est Christian Saout. Et Christian Saout était à l'époque le président donc, du CIS, du collectif interassociatif pour la santé. Coiffe un ensemble d'associations de patients. Et il est entouré de 2 médecins, Bertrand Charbonnel et Dominique Bertrand. Or, ce qui est intéressant, c'est que la ministre, dans la lettre de mission, met l'accent sur le fait qu'il doit bien s'agir d'une éducation thérapeutique et non pas d'une éducation à la santé. Elle insiste là-dessus dans le cahier des charges. Et il faut savoir également que ce qui est mis en avant dans la lettre, c'est le fait que, plus spécifiquement, sont concernées les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Et j'y reviendrai dans un instant. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? C'est parce que, au moment où ce rapport est bien sûr l'objet d'un travail collectif et ensuite est publié, on a des dispositions qui ont été adoptées antérieurement par la loi du 4 mars 2002, laquelle a créé l'Institut national de prévention et de promotion de la santé, et qu'à l'époque, et ça continue d'ailleurs, mais à l'époque, on considère que l'éducation thérapeutique fait partie intégrante de l'éducation à la santé dans le cadre d'une politique de prévention beaucoup plus générale. Et j'y reviendrai dans un instant. Alors, quelles sont les propositions du rapport ? C'est d'abord, et vous verrez que les dispositions adoptées n'ont pas suivi cette préconisation, c'était d'abord de reconnaître l'éducation thérapeutique comme un droit pour chaque malade chronique. Et cette manière de procéder n'a pas du tout été retenue. Ensuite, la deuxième proposition, c'est de mettre en œuvre un programme personnalisé intégré aux soins. Donc, vous voyez, l'intégration aux soins. Et dernier point, qui a été l'objet de débats extrêmement longs au moment du vote de la loi, donc, alors je vais dire HPST, ça ira plus vite, c'est la question du financement des activités et des programmes. Et la proposition avait été faite dans le rapport d'une tarification spécifique en ambulatoire, comme à l'hôpital, et d'un fonds national pour le développement de l'éducation thérapeutique. Quand on fait l'analyse du projet qui est présenté, on a alors 3 articles qui se courent après et qui sont éthiques, mais évidemment sans H, et qui n'ont plus rien à voir avec les propositions extrêmement intéressantes qui avaient été faites dans le rapport. Ça se dégonfle totalement, à tel point qu'on peut se demander si, en définitive, le ministère de la Santé entendait toujours porter cette manière de voir les choses. Et en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que ces quelques textes, vraiment minimum, ont été considérablement améliorés par les débats parlementaires, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, où il y a un véritable travail et où on va tout de même produire un certain nombre d'énoncés que j'évoquerai, non pas dans le contenu, mais vous montrer ce qu'on a voulu faire. Alors, ce que je voudrais... et alors, parmi les questions récurrentes, qui sont posées dans les débats parlementaires, c'est est-ce que cette éducation thérapeutique doit ou non être obligatoire ? Auquel cas, dans l'hypothèse où la personne ne suivrait pas cette éducation thérapeutique, alors peut-être qu'on ne rembourserait plus ses soins. C'est en débat. Alors, je vous rassure, à l'arrivée, c'est non. Au cas où vous auriez un doute et une inquiétude. Et ce qui est également énormément discuté, c'est la question du financement
Et en arrière-plan, une question qui ne cessera de prendre d'importance au fur et à mesure que les années passeront, et pas spécifiquement pour l'éducation thérapeutique, c'est la question du financement de toutes ces pratiques par l'industrie pharmaceutique. Et d'essayer de voir comment on pourrait, on va dire, les mettre à distance, pour rester neutre. Alors, je voudrais vous montrer en 2 temps, je voudrais mettre l'accent sur 2 points. D'abord, les finalités de l'éducation thérapeutique, avec, là aussi, une question qui va être constamment discutée dans les travaux parlementaires, et je vous indiquerai quel est le résultat final. Est-ce que c'est fait pour aider la personne à avoir une meilleure autonomie, ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de faciliter l'observance? Autrement dit, est-ce qu'on est plutôt du côté de rendre le patient autonome et l'aider dans son projet de vie, ou au contraire, est-ce que dans un mode classique médical, il s'agirait de faire en sorte que le patient soit plus observant? Et puis, je vous montrerai ensuite quelles sont les différentes modalités d'action qui ont été retenues, avec une difficulté particulière qui est qu'on a des actions d'éducation thérapeutique, mais également des actions d'accompagnement, et qui sont du côté des associations. Et alors, ce que j'essaierai de vous montrer, c'est que comment on arrive, les difficultés qu'on a à construire des règles qui s'appuient sur des non-professionnels de santé. C'est une véritable difficulté, et donc c'est les 2 grands points que je voudrais développer et que je vais développer rapidement. Alors, le projet de loi, dans le projet de loi, on se contentait d'énoncer, je cite, d'affirmer que l'éducation thérapeutique du patient fait partie de la prise en charge du patient et de son parcours de soins, ce qui, d'un point de vue d'un énoncé juridique, quand même, est quand même mange pas de pain, quoi. Enfin, ça n'a pas une grande portée. Et ce qui est mis en avant dans le projet de loi et qui est intéressant, c'est l'objectif prioritaire à atteindre consistant à améliorer la prise en charge des maladies chroniques, et dont on dit que c'est une nécessité en complément des soins pour la pleine efficacité du système de santé de demain. Et donc là, tout de suite, est mis en exergue le fait que ça s'adresse spécifiquement aux maladies chroniques, et que les maladies chroniques sont en train de devenir une question tout à fait centrale, et qui ont des spécificités que vous connaissez, mais sur lesquelles je reviendrai. Or, c'est le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale qui va clairement mettre en avant le fait que l'éducation thérapeutique est liée effectivement à la prise en charge des maladies chroniques. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il va retenir la définition qui a été proposée par Christian Saout et non pas celle de l'OMS. Et alors pourquoi ça me paraît intéressant? Vous allez voir, la définition que propose Christian Saout est la suivante. L'éducation thérapeutique s'entend comme un processus de renforcement des capacités du malade et ou de son entourage à prendre en charge l'affection qui le touche sur la base d'actions intégrées au projet de soins. Elle vise à rendre le patient plus autonome, le malade, pardon, plus autonome par l'appropriation de savoir et de compétences afin qu'il devienne l'acteur de son changement de comportement à l'occasion d'événements majeurs de la prise en charge, mais aussi plus généralement tout au long du projet de soins avec l'objectif de disposer d'une qualité de vie acceptable. Et là, il ne faut pas perdre de vue que Christian Saout a joué un rôle très important à AIDE, qu'ensuite, effectivement, il était à cette époque le président du CIS, et qu'on voit bien que ce qui met en avant, c'est l'élément tout à fait central dont la loi du 4 mars 2002 est la traduction, c'est-à-dire faire du malade un acteur de sa santé. Et c'est ça qui est mis en avant et qui est extrêmement important. Versus la définition de l'OMS, que cite ce rapporteur, mais qu'il écarte, l'éducation thérapeutique a pour objet de former, l'éducation, le malade
pour qu'il puisse acquérir un savoir-faire adéquat afin d'arriver à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. L'éducation thérapeutique du patient est un processus continu qui fait partie intégrante des soins médicaux. L'éducation thérapeutique du patient comprend la sensibilisation, l'information, l'apprentissage, etc., tous liés à la maladie et au traitement. Et je vous donne la fin. L'information doit aussi permettre au malade et à sa famille de mieux collaborer avec les soignants. Donc on voit bien qu'on a de mieux collaborer avec les soignants. Donc on voit bien qu'on a un souci qui est du côté de l'autonomie du malade. Donc l'acteur premier, c'est le malade. Et le second modèle est du côté plutôt des soignants. Faire en sorte qu'ils puissent mieux collaborer avec les soignants. Ce qui est mis également donc, en avant, je vous l'ai dit, c'est l'importance, le développement des maladies chroniques, et non seulement le développement qui ne cesse d'augmenter, mais également le lien qui est fait avec la prise en charge, dont je vous rappelle qu'elle est extrêmement coûteuse, des affections de longue durée. Et au moment où le texte est discuté, on a des données chiffrées qui sont celles de 2009 et qui qui sont celles de 2007 et qui évaluent à 8 millions de personnes relevant du régime général de la sécurité sociale, bénéficiant d'une prise en charge en affection de longue durée. Je suis donc allée vérifier les données actuelles. Eh bien, en 2010, on est passé à 11 millions. Donc, ah oui. Et ce sont, vous le savez, je ne vous apprends rien, la grande particularité, et c'est quelque chose à quoi, sans doute, en tous les cas, les milieux médicaux ne sont pas très préparés, me semble-t-il, en tous les cas. Ça n'engage que moi. C'est que ce n'est plus un épisode ponctuel que l'on peut résoudre par un traitement et qui aboutirait, dans le meilleur des cas, à sa guérison. Mais on le sait, la maladie fait partie intégrante de la vie. Et donc, l'éducation thérapeutique est un processus continu qui entend permettre à la personne, autant faire que se peut, de lui permettre de continuer à vivre en s'adaptant à son état de santé. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on arrive au débat devant le Sénat, eh bien, on est passé d'une personne qui est prise en charge, donc prise en charge, c'est le modèle idéal typique médical, à une personne qui se prend en charge par ses propres moyens. Donc avec l'idée que l'éducation thérapeutique est faite pour rendre autant que faire se peut la personne la plus autonome et par rapport à elle. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que du coup, il va y avoir des discussions constantes, tant devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, sur le point de savoir si cette éducation thérapeutique doit être considérée comme un élément des soins, donc le renvoyer sur le processus de soins avec une autonomisation pour le patient, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt du côté de la prévention ? Et là, il va y avoir un changement des énoncés, parce qu'effectivement, l'énoncé de départ met l'accent sur le caractère préventif, avec l'idée que il ne s'agit pas, bien sûr, d'éviter une maladie puisque les personnes sont déjà atteintes, mais d'éviter qu'elles le soient plus encore. Et quand donc, du coup, il y a derrière l'idée qu'on est toujours dans le modèle de la prévention parce qu'il s'agira de faire en sorte, encore une fois, que la situation du malade ne s'aggrave pas. Et Madame Bachelot, qui déjà dans la lettre de mission qu'elle avait donnée à Christian Saou insistait beaucoup sur le fait que ça devait être rattaché aux soins. Quand elle intervient tant devant l'Assemblée nationale que devant le Sénat, va insister lourdement pour dire non, ça ne doit pas être rattaché à la prévention en santé, mais ça doit être rattaché au parcours de soins. Et finalement, l'énoncé qui a été adopté de ce point de vue-là est extrêmement clair. L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome, mais vous allez voir que la chute est très intéressante, en facilitant son adhésion au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie. Et alors, en facilitant son adhésion au traitement prescrit, on le doit au rapporteur du Sénat qui va dire « Oui, c'est bien beau tout ça, là d'accord, ok, on met l'accent sur les soins, mais quand même,
tout de même, il faut faire en sorte qu'il adhère. Alors, on peut prendre le terme adhésion et adhérer dans plusieurs sens. Et on voit bien que là, on a du coup un mélange. Hein. On voit bien que tout de même, si en plus il respectait vraiment à la lettre les préconisations des médecins, qu'est-ce que ça serait bien. Donc, et là, c'est le Sénat qui l'a ajouté, et l'Assemblée nationale n'a pas pu reprendre la main. Mais en revanche, il y a un point qui a été acquis, parce que la crainte qui était exprimée dans les débats, c'était que, puisqu'il y avait dans l'idée que tout de même, c'était préférable que le patient soit, compliant, hein, qu'il respecte ce qu'on lui demande, et on avait tout de suite derrière l'idée que, alors, on allait pouvoir le lui imposer. Vous voyez ? Et donc, là aussi, il y a un énoncé qui est très important, qui dit « Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. » Donc, vous voyez, on a un élément qui est quand même tout à fait central au bout de ces débats parlementaires, c'est que ça s'inscrit bien dans le parcours de soins. Ce n'est pas considéré comme quelque chose ayant trait à la prévention à la santé, mais on voit bien que quand même, il y a cette idée de l'observance. Et pour travailler depuis très longtemps avec les médecins, il y a longtemps quand même que je leur avais dit que le terme observance, c'était un terme très fort et qui venait plutôt des pratiques religieuses. Moi, j'ai longtemps vécu à Lyon et il y a une montée de l'observance. Bien. Bon. Donc, il m'a semblé important et intéressant pour vous, du moins je l'espère, de vous faire part des hésitations et finalement du texte final, parce que est en jeu, de mon point de vue, deux choses. L'autonomie du patient et le fait que ça s'inscrit bien vraiment dans des modalités de soins. Alors après, ce qui devient un peu plus compliqué, c'est le deuxième point que je souhaite développer, c'est le cadre d'action de l'éducation thérapeutique, parce qu'il y a à la fois les questions de modalités, il y en a plusieurs, il y a plusieurs modalités de mise en œuvre, et puis une autre question, c'est bien entendu une question cruciale, qui est celle du financement. Et je vais évidemment évoquer d'abord la question du cadre d'action de l'éducation thérapeutique, pour vous dire que le législateur, donc in fine, et là aussi c'est le produit de ces travaux parlementaires dont j'ai dit qu'ils étaient vraiment de grande qualité, en fait, on a 3 catégories de programmes ou d'actions. Mais je vais vous les décliner. Alors je peux déjà tout de suite vous les dire. Il y a ce qu'on appelle les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc là, vous allez me dire, puisque c'est l'éducation thérapeutique, tout devrait s'appeler éducation thérapeutique, mais non. Donc on a des programmes d'éducation thérapeutique, et qui là sont proposés par des professionnels de santé. On a des actions d'accompagnement, et les actions d'accompagnement sont plutôt du côté des associations. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a eu une discussion au Parlement, et in fine, on a voté, et sur l'insistance, si mes souvenirs sont exacts, de Mme Bachelot, on a voté un énoncé disant qu'ils font partie de l'éducation thérapeutique. Hein. Et c'est pas simplement des mots. Hein. C'est vraiment... Donc c'est une action d'accompagnement. Et donc là, on a d'un côté des formes qui sont mises en place, des programmes d'éducation mis en place par des professionnels de santé. Du côté de l'accompagnement, ce sont les associations. Et puis, on a un troisième volet qui sont les programmes d'apprentissage. Alors, les programmes d'apprentissage, vise à permettre à un patient l'appropriation des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament. Hein. Et là, vous vous doutez bien, et j'y viendrai après, qu'il y a eu une question très importante qui était celle de l'industrie pharmaceutique qui, évidemment, immédiatement... elle n'est pas derrière, elle est là, quoi, elle est omniprésente. Alors, je reviens très rapidement sur ces 3 catégories pour vous dire que, de mon point de vue, en réalité, il y en a 2.
Je vais dire, il y en a deux, parce que ce qui me paraît les différencier, une fois l'analyse du contenu des textes effectuée, c'est qu'il y a d'une part des pratiques qui mobilisent des professionnels de santé, certes différenciés, et d'autre part des pratiques qui mobilisent des associations de patients. Et que du coup c'est différent, et on le voit. Pourquoi ? Alors là, ce sont des questions que je me pose depuis un certain temps et sur lesquelles je suis en train de travailler. C'est-à-dire qu'il y a, et dont j'ai sans doute dont j'ai pris conscience, et mieux perçu depuis que je suis à l'école des hautes études en santé publique, parce que les raisons pour lesquelles j'y suis allée et puis la réalité est totalement différente, mais j'aurais au moins appris quelque chose, c'est l'importance de la profession. Et quand je dis l'importance de la profession, c'est toute profession médicale, donc que ce soit les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes. Alors, on n'a pas de chirurgiens-dentistes à l'école des hautes études en santé publique, mais les chirurgiens-dentistes font partie des professions médicales. Et ensuite, des auxiliaires médicaux. Et là, il y a une construction par compétence, avec deux caractéristiques françaises. C'est que l'idéal type, celui qui a l'aptitude à tout faire. Et quand je dis l'aptitude à tout faire, ce n'est pas au sens concret, mais du point de vue de l'organisation des professions, et donc de l'organisation juridique, c'est le médecin. Et ensuite, depuis le 19e siècle, la construction des autres professions s'est toujours faite par rapport à cet idéal type, mais en limitant les compétences. Mais aussi avec une autre particularité française, c'est que ces professionnels sont hiérarchiquement dépendants des médecins, parce qu'on aurait pu très bien imaginer qu'ils avaient effectivement moins de compétences que les médecins, mais qu'ils n'étaient pas nécessairement subordonnés. Et ça, c'est une véritable question. Alors là, ce que l'on voit effectivement, c'est que ces programmes doivent se conformer à un certain nombre de règles qui ont été posées à l'échelon national, et ces programmes d'éducation thérapeutique sont ensuite autorisés dans le cadre des agences régionales de santé. Vous nous en direz beaucoup plus que moi, j'en connais là-dessus. Et donc, il y a effectivement un contrôle, je veux dire, du contenu professionnel. Là où ça commence à sérieusement flotter, du point de vue de la manière dont c'est organisé, c'est quand il s'agit d'actions d'accompagnement, où là, on a non seulement des professionnels, mais également des représentants d'associations ou des associations. Pourquoi ? Non pas parce que les associations n'auraient pas de savoir ou n'auraient pas de compétences, mais les compétences qu'elles ont ne sont pas des compétences au sens juridique professionnel. Alors il y a une vieille histoire, je ne peux pas vous faire, de la profession en France, dans le droit français, et là... et du coup, il y a notamment des questions qui sont extrêmement mal réglées de circulation de l'information entre professionnels et non professionnels. Or, il y a des règles qui ont été évoquées sur le secret médical. Il se trouve que j'ai commencé ma carrière en faisant une thèse sur ce sujet. Donc, c'est une question récurrente que j'étudie depuis des lustres. Et là, il n'y a que les professionnels qui sont tenus au secret professionnel, mais pas les autres, bien évidemment. Donc, on voit des flottements extrêmement... disons, un côté peu solide, en fait, du point de vue de la manière dont c'est envisagé, et qui me paraissent poser quelques problèmes. Et puis, le dernier point, c'est le financement. Et alors là, on a quand même été obligé d'adopter un texte que je vous lis. Les programmes ou actions, donc ces fameux programmes d'éducation thérapeutique ou les actions d'accompagnement que je viens d'évoquer, ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, etc. Toutefois, donc, il n'est pas question que, pour faire vite, je fais une traduction rapide, il n'est pas question que l'industrie pharmaceutique monte les programmes. D'accord ? Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part aux actions et programmes mentionnés aux 2 articles précis, c'est-à-dire programme d'éducation thérapeutique et actions d'accompagnement, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé, des associations mentionnées à l'article machin truc, peu importe, c'est les associations de patients agréés, élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions. Donc on dit d'une part, alors pas question que ce soit l'industrie pharmaceutique qui nous concocte les programmes, mais en même temps, si
les programmes sont pensés par les professionnels compétents, etc. Et là, quand ils le sont, alors l'industrie pharmaceutique peut participer au financement. Je tiens à vous dire une petite chose quand même pas inintéressante. C'est qu'on est en 2008 et 2009, parce que le temps de discuter la loi, et qu'on commence à voir émerger les questions en termes de conflit d'intérêts. Avec l'industrie pharmaceutique. Et les débats devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat sont particulièrement longs et importants. Et notamment, il y a une dame qui intervient très, très souvent dans le débat, et c'est l'actuelle ministre de la Santé. Et d'autant qu'il y avait eu un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur ces questions et sur le financement. Et donc, on voit bien qu'il est en train... Non, c'est pas que ce soit une question nouvelle, mais il est en train d'émerger comme un problème, une question politique. Et il y a un deuxième point qui est discuté, c'est que je vous ai dit qu'il y avait les programmes d'apprentissage, et ces programmes d'apprentissage, là aussi, puisqu'il s'agit en fait d'aider des personnes dans les gestes techniques, donc pompe à insuline, etc. par exemple, là, typiquement, c'est l'industrie pharmaceutique qui en prenait une ligne, et donc on précise qu'ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant pour le compte d'un opérateur, pouvant être financés par l'entreprise se livrant à l'exploitation du médicament. Il ne peut y avoir de contact direct entre l'entreprise et le patient, ou le cas échéant, ses proches ou ses représentants légaux. Je vous fais la traduction dans la vraie vie. Ça veut dire il n'est pas question que l'industrie pharmaceutique aille solliciter directement les patients, mais en revanche, il y a toujours un financement. Alors, il y a une question qui a été posée, qui était celle d'un fonds public. Et il y avait une idée qui était au fond la suivante, pour faire vite. L'ensemble des industriels de la pharmacie, au travers d'une taxe qui serait prélevée, abonderait ce fonds. Et ensuite, vous avez des ressources qui deviennent publiques et qui permettent des politiques publiques, etc. Alors là, Mme Bachelot avance comme un âne qui recule, excusez-moi, et botte en touche et dit, bon, écoutez, on va faire un rapport là-dessus. Donc, c'est pas du tout adopté. Le rapport sur ce point est présenté en 2010 pour expliquer que tout ça, c'est pas possible que ce soit fait, et c'était terminé. Donc vous voyez que là, on a quelque chose, on a un outil, alors, je ne sais pas du tout s'il se développe pas ou quoi que ce soit, qui est vraiment à mettre en lien avec deux mouvements importants, qui est l'autonomie du patient et de veiller à faire en sorte qu'il le devienne de plus en plus, avec, je répète, des choix dans les énoncés politiques, dans les énoncés juridiques, qui traduisent des choix politiques clairs sur la mise en avant de cette autonomie. Et en revanche, et je conclurai, je m'arrêterai là, en revanche, ce qui me paraît très intéressant et en même temps une limite, non pas de l'éducation thérapeutique, mais de la manière dont les textes ont été rédigés, c'est que il me semble que pour les maladies chroniques, la personne est confrontée à quelque chose qui est très compliqué pour elle, qui est l'intervention de multiples professionnels qui soit interviennent en même temps, soit se succèdent, sans qu'il y ait vraiment d'harmonisation entre elles. Et la question que je suis en train de me poser, et qui m'a été également posée, est la suivante, c'est comment parvenir à construire un système de soins, de déclinaison des soins nécessaires pour une personne à partir de cette personne. Et de mon point de vue, ça passe par des questions qui ont été évoquées ce matin, c'est-à-dire des communications d'informations, mais non pas, comme on l'entend souvent, les professionnels entre eux en disant voilà ce que j'en fais, mais de façon à ce que la personne puisse connaître l'ensemble de ces informations et puisse gérer cette information, parce que ce qui me paraît déterminant, c'est de savoir ce qu'elle peut en faire. Et je pense que le développement
de tous les outils informatiques, pas les petits gadgets, hein, pas les machins où on prend l'attention, etc. Mais ce qu'on pourrait faire à partir des systèmes informatiques et de l'analyse des informations qui sont produites par ces différents professionnels me paraît quelque chose d'extrêmement important. Je vous dis tout de suite, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore très certaine de savoir comment on pourrait construire un système à partir du patient et non pas à partir des professionnels de santé. Je vous remercie. Donc moi je me présente tout d'abord, je suis donc professeur à l'université Paris Diderot, je suis gériatre, j'ai un peu basculé dans l'éducation thérapeutique depuis à peu près une dizaine d'années. Je travaille sur les parcours de santé de personnes âgées à l'ARS Île-de-France et puis je suis membre d'une unité de recherche ESSEV que dirige Corinne Alberti qui est ici. Alors j'ai été évidemment très intéressée par toute votre réflexion, Mme Touvenin, et ça, moi qui suis une praticienne de l'éducation, ça m'a évidemment fait pas mal réfléchir. Et donc mon point de vue va être celui d'une gériatre déjà, c'est quand même pas assez particulier. C'est pas 30 ans d'éducation derrière nous, hein. Le diabète oui, mais la gériatrie, l'éducation est récente. Ce sont des patients plus vulnérables que d'autres, donc comment on les met en mouvement, comment on les informe, c'est une vraie question. Et voilà, donc ça va être plutôt des petites réflexions par rapport à ce que vous avez dit. La première chose, vous avez questionné le fait que l'éducation thérapeutique du patient méritait peut-être d'être dissociée de l'éducation à la santé. Et là, moi, j'ai un peu réfléchi et je ne suis pas tout à fait sûre que finalement, ça soit une bonne nouvelle. Dans le sens où l'éducation à la santé... D'abord, le terme de santé est intéressant, c'est-à-dire que certes, la maladie émaille les parcours de vie des personnes, mais la santé la précède. Parfois, on est malade et on revient à l'état de santé. Et la santé est quelque chose, je dirais, à la fois de subjectif, de somatique, mais qui ne se résume pas à l'absence de maladie. Mais quand même, voilà, il y a quelque chose d'assez lié. La deuxième chose, c'est que dans l'approche de l'éducation à la santé, ce sont des politiques collectives d'information, de communication, pour faire simple. Nous savons tous que nous devons bouger, nous devons moins manger salé, moins manger sucré, moins manger gras, tout ça pour bien sûr rester en bien meilleure santé. C'est pas tout de le dire, il faut le faire. Et là, on voit bien qu'il y a un énorme pas dans l'appropriation de ces messages formidables pour les mettre en œuvre. Et on voit bien que cette démarche d'appropriation de messages collectifs est très proche de ce que nous, on fait en éducation thérapeutique. C'est-à-dire que si on a quelqu'un, moi je suis allée voir l'autre fois une infirmière en surendettement dans le 9-3, qui n'a pas d'argent, qui a des enfants, une de mes infirmières qui a des enfants qui grandissent avec pas beaucoup d'argent, quand je les ai vus 5 ans plus tard, il y avait des obèses, hein, c'est clair. Donc on voit bien que s'approprier des messages, quand on n'a pas d'argent pour s'acheter des vélos, pour manger sain, et puis voilà, évidemment, on ne se les approprie pas. Donc là, j'ai été frappée en vous lisant que finalement, que ce soit sur des politiques de santé publique ou des politiques d'éducation de malades chroniques, on a quelque chose de très, très important de commun, qui est l'appropriation, et qui est le retour vers l'individu. De la même façon, je pense qu'une des plus grandes mesures de santé publique parisienne qui a été créée, ça a été le Vélib. Le Vélib, ça fait bouger tous les adolescents qui préféraient ça aux noctiliens, et ils avaient raison, parce que c'était simple, c'est un abonnement annuel, on en trouve partout, c'est sympa, on se balade à plusieurs. Donc cette petite mesure-là, elle a permis une appropriation sans trop de complications par la population. Donc je posais cette question, c'est est-ce que l'autonomisation des personnes en amont de la maladie est-elle un facteur d'autonomisation lorsque la maladie survient ? Voilà, parce que ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que si on peut, ados, jeunes adultes, adultes d'âge moyen et non malades, s'approprier un certain nombre de situations pour mieux vivre, arrêter le tabac, bouger et mieux manger, est-ce que ça, c'est pas un facteur à moyen terme de meilleure appropriation lorsqu'on connaîtra la maladie, qu'on aura également à mobiliser des ressources assez proches, hein, c'est-à-dire se mettre en mouvement autour de choses qui concernent le futur, la qualité de vie, parfois aux dépens d'une certaine qualité de vie temporaire. Voilà, c'est la première question que vous m'avez vraiment fait un peu travailler. Et donc, j'ai relu là les référentiels des compétences pour dispenser l'éducation des patients. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils reviennent un peu à l'éducation thérapeutique et l'éducation à la santé sont quand même des choses un petit peu pas en miroir, mais bon. Enfin, en tout cas, je questionne ça.
La deuxième chose que vous avez soulevée et qui est par contre décevante dans évidemment ces textes, c'est la retombée, c'est-à-dire bien sûr c'est l'autonomisation de la personne, il faut évidemment s'approprier tout ça, mais finalement c'est pour faciliter l'adhésion. Alors au traitement. Alors je dirais qu'il y a quand même plusieurs questions. C'est qu'il y a une première question, c'est quand on est en situation de crise économique. Donc l'efficience économique, on ne peut pas se la mettre de côté. Ça, c'est, je crois vraiment sérieusement une question importante, qui est un enjeu éthique aussi. Enfin, je ne parlerai pas d'éthique ici avec des gens beaucoup plus compétents que moi, mais je veux dire, l'économie, ce n'est pas dissocié de tout le reste. C'est clair que si on fait peser une dette énorme et que ce sont les jeunes qui vont à terme avoir des soucis pour payer cette dette, je pense qu'il y a un enjeu aussi sociétal, intergénérationnel qui est important. Donc je pense que les notions d'efficience, c'est une vraie question. Alors ensuite, la question que ça pose, c'est faciliter l'adhésion de la personne à ce qu'on a choisi. Et là, l'éducation thérapeutique, moi, ça m'a frappé en m'y intéressant âgée, puisque je ne suis pas toute jeune, c'est que ça partait rarement de l'annonce. C'est-à-dire qu'on était dans le suivi déjà de la maladie. Oui, c'est ça. Ouais. On est déjà dans le suivi, mais à Montréal, on l'a bien annoncé, cette maladie-là. Et on voit bien que les acteurs de l'éducation questionnent toujours ce temps de l'annonce, en disant, c'est parti de travers, et après, nous, on rame derrière pour essayer d'éduquer les patients, etc. Et donc, je pense qu'une des questions, c'est que si l'éducation, si le temps de l'annonce, et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus, je pense qu'une des personnes qui a le plus réfléchi, c'est une oncologue qui est également psychologue, je crois, qui est Isabelle Mollet-Massol, qui a dit le temps de l'annonce, une parole qui engage, et qui a écrit des livres là-dessus, formidable. Et on voit bien qu'il faut que le temps de l'annonce, et donc c'est un temps médical, j'en suis désolée, un temps médical. C'est un temps où souvent on annonce et parfois on fait des choix. On propose des choix. Parfois on les impose. C'est compliqué. Mais on voit bien que là, il y a absolument besoin d'un temps d'éducation thérapeutique au sens de un nouveau savoir, puisque c'est une nouvelle maladie, des choix thérapeutiques à aborder avec le patient pour qu'il puisse faire un choix éclairé. Et ensuite, qu'on puisse l'accompagner pour mettre en œuvre ses choix, voire les revisiter, parce que parfois on s'aperçoit qu'on a choisi des choses avec les patients que ce n'était pas une bonne idée. Et donc, voilà, je pense que la première question que ça pose, cette histoire d'adhésion, c'est si on est en cours de suivi et qu'on a été greffé du cœur, et malheureusement, il va falloir adhérer aux médicaments anti-rejet. C'est clair que dans des situations gravissimes, les patients n'ont pas le choix. Il faut savoir, un malade qui fait un infarctus massif et qui est greffé du cœur n'a peut-être pas ce choix. Mais dans beaucoup de pathologies, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc je pense que déjà situer l'éducation non pas dans le suivi des malades chroniques, mais plutôt très lié à l'annonce. Alors on me parlait évidemment, j'avais fait une intervention dans le milieu cancérologique, je sais pas comment on dit, cancérologue, et vous savez que maintenant, grâce au plan cancer, on a mis des temps d'annonce dédiés derrière l'annonce, mais là, de ce que j'en ai su, et bon, je serais modeste là-dessus, parce que je connais pas assez bien, mais entre le timing, il y a des choses à revoir, très clairement, et je pense pas que la manière dont actuellement est proposé ce temps d'annonce avec un temps secondaire par une infirmière après le temps médical me semble très juste, très ajusté pour tenir compte de la sidération liée à l'annonce, de l'incapacité à tout comprendre, de toutes les complications des chimiothérapies qu'on va nous donner. J'ai vu à ce titre des notices. On ne peut pas s'approprier ça à ce moment-là. Voilà. Et paradoxalement, pour vous faire rire, je devais intervenir sur justement ces aspects-là, et j'ai été frappée, j'avais pris une chimiothérapie orale, donc on est bien obligé d'éduquer les patients, ce qui repartent, ils ne sont pas sous cloche. Bon, eh bien on s'apercevait que les cancérologues listaient tous les effets secondaires, y compris ceux qu'on avait une chance sur 100 d'avoir, mais ils ne parlaient quasiment pas de la fatigue que 8 patients sur 10 auraient. Or, la fatigue, quand on est clinicien, c'est ce qui va impacter la qualité de vie, la capacité à s'alimenter, la capacité de se socialiser, la capacité de gérer tous les pans de vie importants quand on est une maman et qu'on a des enfants en bas âge. Donc là, je me dis que de temps en temps, on a aussi toute une réflexion soignante à faire sur l'éducation thérapeutique. C'est pas uniquement ouvrir le parapluie sur l'aplasie ou l'aplasie, c'est un mauvais exemple, mais sur une pathologie induite par la chimiothérapie qui sera rare, mais aussi apprendre le patient à mieux vivre avec des traitements qui ont environ des symptômes aussi fréquents que la fatigue. Mais la fatigue, vous voyez, pour des médecins, c'est pas concret. Voilà, donc c'est là où il faut qu'on réfléchisse. Alors, troisième point,
Ça veut donc dire que si on est plus dans l'alliance, c'est-à-dire que ça commence dès le départ, ça s'accorde, on réfléchit sur les choix, on respecte nos choix quitte à les revisiter, etc., etc. On le voit bien avec les diabétiques qui n'ont pas envie d'être mis à l'insuline, on voit bien qu'on ne peut pas passer en force, on ne va pas quand même piquer les gens. Non, bon, alors il faut bien qu'ils réfléchissent, qu'ils disent oui, etc. Donc on accompagne. Alors, à ce moment-là, on est vraiment dans l'alliance, dans la co-construction. C'est-à-dire que cette co-construction, elle se fait soignant-soigné, mais alors elle se fait plusieurs soignants et soignés. Et là, on voit que tout de suite pointe un problème. Qu'est-ce que nous, les soignants, on est d'accord sur ce qu'on enseigne aux patients? Eh bien, je vous assure que non. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans les messages qu'on va transmettre aux patients. On est qu'entre un cardiologue, je voyais ce matin une patiente insuffisante cardiaque très âgée, 44 kilos, qu'on a fait rentrer chez elle un samedi parce qu'elle voulait sortir le week-end, mais elle n'a pas d'aide, le week-end est seule au monde. C'est une très mauvaise idée, elle n'a pas mangé pendant 3 jours, elle est encore plus maigre qu'elle n'était il y a 8 jours. Donc ce qu'on veut dire, c'est que là, si on prend l'avis des cardiologues, ils vont dire qu'il faut manger sans sel, et on voit qu'elle va mourir de cachexie. Et si on prend les gériatres, on va dire manger salé et augmenter un traitement diurétique. Donc vous voyez qu'on a déjà des problèmes d'accordage entre soignants sur les messages qui nous sembleraient pertinents pour chaque patient et qu'on s'accorde là-dessus pour qu'ensuite, éventuellement, le patient puisse avoir... Alors, l'autre fois, je suis intervenue à l'AFDET, c'est-à-dire, Céciline était là, et la question se posait, c'est-à-dire, est-ce que c'est aux malades de faire le tri entre les messages contradictoires des professionnels? Moi, je vous dis tout de suite, dans mon champ où je soigne des très âgés jusqu'à 98 ans, c'est pas aux malades de faire le tri. Là, ce matin, elle me demandait est-ce que j'ai le droit au bleu de Brest, est-ce que j'ai le droit au brie, est-ce que j'ai le droit aux frites. D'ailleurs, j'ai mangé des frites cet après-midi, à midi, etc. Et je me disais, bon Dieu. Et elle me dit, j'ai augmenté mon diurétique parce que j'ai quand même pas jeté le Lasix 40, alors qu'on m'a mis du Lasix 20. Et je me suis dit, au bonheur, elle reprend la grosse dose qu'elle avait à la maison il y a 4 mois, puisqu'elle est hospitalisée 4 mois. Et je me dis, ça va la préserver de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez que c'est intéressant, parce que, bon, je fais peut-être des digressions par rapport à ce que vous avez dit, mais donc, premièrement, partager des messages entre professionnels, s'accorder sur ces messages. Ensuite, s'accorder sur des objectifs co-construits, faire un bilan éducatif partagé, se fixer des choses. Et ensuite, après, très bonne question que vous avez portée, c'est quelles informations se partagent entre acteurs de l'éducation thérapeutique et qui soient bénéfiques aux patients. Alors là, moi, c'est un champ énorme, mais ça veut dire qu'est-ce qui est justement utile pour le soin. Moi, je pense que très rapidement, on risque de déborder. C'est-à-dire qu'on va dire des choses sur les patients, entre nous, qui ne nous concernent pas nécessairement, etc. Moi, je suis très vigilante à ça. Et on s'aperçoit chez les très âgés que beaucoup n'ont pas envie nécessairement qu'ils ont un cancer de la prostate, ils ont une incontinence, que l'aide à domicile soit au courant de cette chose-là. Donc il y a des réflexions actuellement sur les parcours de santé, sur le partage d'informations, y compris aux acteurs sociaux. Et je pense, nous on a travaillé sur un petit outil de suivi partagé des malades chroniques complexes âgés, qui s'appelle un plan personnalisé de santé, et on a dissocié le volet soins et le volet aide. Et je pense qu'en effet, tout le monde n'est pas égal face au partage du secret, et que c'est probablement les patients qui ont à dire à qui ils veulent que les choses soient dites ou pas, et à quel niveau. Alors, un dernier point qui me semble majeur sur l'ETP, c'est elle est intégrée aux soins, mais encore faut-il avoir accès aux soins. C'est-à-dire, c'est quoi l'accès? Voilà. Et quand on revoit, quand vous m'aviez dit hier qu'on avait, je ne sais plus, un tiers des patients très âgés qui étaient sous le seuil de minimum vieillesse à 85%. 25% à 85 ans. Quand on voit les diabétiques du 9-3 qui ont beaucoup moins d'offres d'éducation thérapeutique que dans le centre parisien, par exemple, il y a des grandes inégalités géographiques. Je pense que là, vraiment, on a à réfléchir sur ce droit fondamental, puisque les patients chroniques peuvent bénéficier lors de leur parcours d'une action éducative intégrée aux soins, qui peut être hospitalière, qui peut être de ville, et je pense qu'il faut aussi articuler ces 2 lieux d'éducation thérapeutique. Je pense qu'il faut aussi tenir compte des aspects socio-économiques et d'accessibilité des acteurs professionnels pour que ça puisse être ouvert au plus grand nombre. Alors enfin, je terminerai pour dire que moi je suis très très optimiste. Parce que, alors je suis très pessimiste sur le financement. Je pense que l'industrie biberonne totalement l'éducation thérapeutique en France, sauf nous les gériatres, parce que comme on ne veut pas prescrire, on n'a absolument aucun argent. Moyennant quoi, on n'a pas d'éducation thérapeutique. Bon, donc ça, on n'a pas d'intérêt, mais du coup, on n'en a pas d'éducation thérapeutique. Donc là, on la soutient au niveau national, je pense qu'on a un petit financement public, mais enfin bon. Donc ça, c'est un premier point. Ce que je voulais dire, j'ai oublié du coup mon idée, c'est l'espoir. L'espoir, c'est de dire, il y a actuellement une grande réflexion sur les parcours.
Parcours, ça veut dire, on est un jour en santé, un jour on tombe malade, on connaît l'hôpital, on en ressort, on guérit, on retombe malade, etc. Parfois on peut venir totalement en santé, mais enfin au fur et à mesure, malheureusement, on connaît de plus en plus des lieux de soins. Et vraiment la réflexion sur les parcours, alors moi je l'ai vraiment connu au niveau ministériel sur les parcours pluriprofessionnels autour de la personne âgée qui associent les acteurs sociaux. Et donc je dirais que pour moi, bien sûr, l'éducation thérapeutique peut être un moyen pour structurer le travail à plusieurs. Mais moi, je pense que la première chose, c'est d'organiser un travail à plusieurs professionnels de qualité pour permettre une ETP de qualité intégrée aux soins. Parcours, qui ne soit pas, clivé. Et donc, il faut absolument que si on veut mettre ça en place, on ait des systèmes d'information partagés, des messageries sécurisées, des messages clés partagés entre acteurs écrits, une traçabilité des informations délivrées aux patients et ce qu'il en a retenu. Souvent, on est assez déçus, mais enfin, ils en retiennent parfois des petites choses importantes pour eux. Et puis, évidemment, les objectifs. Donc, je dirais que ce travail à plusieurs autour des parcours, avec des outils, des messageries sécurisées, des petits documents où on a un volet ETP, on met ce qu'on a fait, et le soignant à qui on a donné l'accord pour qu'il ait aussi cette information par-delà. Moi, je travaille beaucoup sur ces facteurs d'éducation thérapeutique parcours. Moi, je pense que vraiment, c'est l'avenir. Voilà. Et que l'ETP, ça sera des occasions éducatives ciblées de tous. Bon, j'étais un peu trop longue.